Bonjour, Lionel Cosior. Nous allons évoquer dans cette session le calcul de l'efficacité énergétique dans le cadre du bref incinération, qui est un peu différent du calcul habituel. Donc les points que nous allons évoquer, comment est calculée l'efficacité énergétique dans le cadre du bref incinération, les différents cas, à partir de quelles valeurs, les tests de performance ou les valeurs de design ou nominales, dans quel périmètre est fait ce calcul, les limites du calcul, les formules pour le calcul et quelques exemples de calcul. Et enfin, pour terminer, la différence avec la formule R1, nommée performance énergétique PE en France. Donc, l'efficacité énergétique dans le bref incinération, comment est-elle traitée? En fait, on a deux cas. On a créé deux cas. Un cas 1 pour les IVE orientés vers la production d'électricité, donc les sites tout électriques ou qui ont un turbo, un GTA à condensation qui peut détendre toute la vapeur produite. Et le cas 2 pour les UVE orientés vers la production de chaleur, donc les sites tout chaleur ou qui ont un GTA contre-pression dont on utilise l'énergie de la vapeur en sortie de GTA pour des utilisations de valorisation thermique. Il y a quelques cas qui ne rentrent pas dans le cas 1 ou le cas 2, on va appeler ça des UVE hybrides, cas 3. Par exemple, le cas d'installation avec un GTA à condensation qui ne peut pas détendre toute la vapeur produite. Donc la conclusion MTD2 donne comment calculer cette efficacité énergétique. Donc on calcule soit la production d'électricité brute, soit l'efficacité de valorisation d'énergie brute, soit le rendement four chaudière, suivant différents cas qu'on verra plus tard. Ces valeurs doivent être déterminées pour une nouvelle installation, une nouvelle UVE, à partir de tests de performance à pleine charge. On verra plus tard ce qu'est une nouvelle installation. Pour les UVE existantes, qui ont pu par le passé ou pas effectuer des tests de performance, on peut utiliser les tests de performance existants s'ils ont été effectués, ou sinon se baser sur leur design aux conditions d'un test de performance, c'est-à-dire généralement aux conditions garanties par le constructeur aux valeurs nominales. On peut noter qu'il n'existe pas pour les tests de performance de standard européen pour la détermination du rendement four chaudière. Concernant les tests de performance, donc on peut en faire sur les chaudières, on en fait généralement sur les chaudières et les GTA, suivant des normes qui existent. Ils permettent, quand on a construit une nouvelle usine ou si on a fait des modifications importantes d'usine, de vérifier les valeurs garanties par le constructeur. Ces tests de performance sont faits généralement après la mise en service industriel. Pour ce qui concerne les échangeurs de chaleur qui peuvent alimenter un réseau de chaleur, ou pour les canalisations d'export de vapeur ou de chaleur directement vers un industriel, généralement on ne réalise pas de tests de performance. C'est difficile parce qu'on peut difficilement avoir un nominal pour l'export de chaleur. Il faudrait que l'utilisateur soit au nominal, ce qui est rarement le cas. Donc pour ces éléments, on utilise généralement les valeurs de design. On retrouve dans ce tableau les trois cas qu'on peut retrouver sur les usines. Donc le cas d'une nouvelle UVE. Une nouvelle UVE, c'est une installation dont l'autorisation d'exploiter initiale a été émise avant la publication des bas de conclusion, des MTD conclusions en français. Ou une installation qui fait l'objet d'un remplacement complet après la publication des conclusions sur les MTD. Pour une nouvelle installation, on va bien sûr vérifier dans la phase d'obtention ou de révision du permis si c'est pour une modification importante de l'installation. On va vérifier dans cette phase-là si on respecte les plages BATA-EL qu'on verra plus tard, évidemment avec les valeurs design fournies par le constructeur puisqu'on n'a pas encore de valeur réelle d'exploitation. Une fois que l'installation aura démarré pour les chaudières et les GTA, on pourra réaliser, généralement on le fait pour une nouvelle installation et même pour des installations modifiées profondément, via des tests de performance qu'on respecte bien ces plages. Pour les échangeurs de chaleur et les canalisations d'export de chaleur directe, comme on l'a vu, les tests de performance sont difficilement réalisables, on utilisera les valeurs de design. Pour les UVE existantes, deux cas sont possibles. Une installation existante qui fait l'objet ou va faire l'objet de modifications importantes pouvant affecter significativement l'efficacité énergétique. Donc dans ce cas-là, on peut vérifier pour les nouveaux équipements objets de la modification via les valeurs de design que l'UVE, après les modifications, respectera bien les plages BATA-EL. Et on pourra faire ensuite, une fois les nouvelles installations démarrées, des tests de performance sur ces nouvelles installations.
Pour les installations qui n'ont pas été modifiées, on gardera les tests de performance anciens s'ils ont été faits, ou sinon les valeurs de design. Pour les UVE existantes qui ne font pas l'objet de modifications pouvant affecter significativement l'efficacité énergétique, dans ce cas-là, on utilise les tests de performance existants ou les valeurs de design si on n'en a pas effectué par le passé. Les limites du calcul, on a ici un schéma qui est en anglais, qui sera traduit ultérieurement en français. Donc pour l'ensemble de l'UVE, le calcul doit se faire uniquement sur la partie UVE. Il existe des installations qui ont sur le même site, par exemple, un centre de tri, une plateforme de traitement des mâches fer, un centre de compostage, etc. Le calcul ne se fait que sur la partie UVE, donc four chaudière, traitement des fumées, GTA et échangeur de chaleur. Le calcul peut se faire pour l'ensemble de l'UVE, si l'ensemble de l'UVE rentre dans le cas 1 ou le cas 2 qu'on a vu précédemment, ou une partie de l'UVE, si l'ensemble de l'UVE ne rentre pas dans l'un des deux cas précités. Une partie d'UVE, ça peut être une ligne ou une partie des lignes avec une production de vapeur qui alimente par exemple un seul GTA à condensation ou une autre partie de la vapeur qui alimenterait un autre GTA à contrepression. Ici, vous avez la formule de calcul dans le cas 1. Je le répète, le cas 1, c'est pour les usines toutes électriques qui produisent uniquement de l'électricité ou qui font de la cogénération avec un GTA à condensation pouvant détendre toute la vapeur produite. Donc la formule est relativement simple. C'est la puissance nominale du GTA divisée par la puissance nominale thermique des fours. Donc qui est calculée généralement par le tonnage incinéré nominal multiplié par le PCI nominal. Dans cette formule a été rajouté un facteur correctif, QB divisé par QB moins QI, pour tenir compte d'éventuelles consommations d'énergie thermique interne qui ne participent pas à la production de vapeur ou d'eau chaude surchauffée. Donc QI, c'est la puissance sommée de ces consommateurs internes d'énergie thermique éventuels qui peuvent exister sur le site. Et QB, c'est la puissance nominale des chaudières, donc la puissance de la vapeur moins la puissance de l'eau alimentaire. On peut éventuellement faire d'autres corrections pour appliquer cette formule. Par exemple, si les tests de performance de la chaudière et du GTA n'ont pas été faits à la même période et que le débit de vapeur sortie chaudière est différent du débit vapeur entrée GTA. Dans ce cas-là, il y aura une petite correction à faire sur la puissance GTA pour ajuster les deux débits. La formule du cas 2, donc je le rappelle également, qui concerne les usines tout chaleur, qui valorisent uniquement de la chaleur ou équipées d'un GTA à contre-pression. Donc là, on a une somme de la puissance nominale du GTA, plus la puissance des échangeurs éventuels de chaleur pour des réseaux de chaleur, plus la puissance des exports directs de vapeur ou de chaleur. Et on retrouve le terme QI, qui est la somme des puissances des consommateurs éventuels internes de chaleur qui, je répète, ne participent pas à la production de la vapeur ou de l'eau chaude surchauffée. Et tout cela divisé, comme tout à l'heure, par la puissance thermique des fours. Une petite précision donc sur le terme correctif, QP divisé par QB moins QI. Donc évidemment, si un site n'a pas de consommateur interne d'énergie thermique, QI égale à 0, ce facteur sera égal à 1 et donc il n'aura pas d'impact sur le résultat de la formule. Si évidemment il y a des consommateurs internes, ce facteur sera supérieur à 1 et augmentera le résultat de la formule. Quelques exemples ici de QI. Donc je le répète, on ne peut pas compter dans QI les consommateurs d'énergie interne qui permettent de produire de la vapeur ou de l'eau surchauffée. Donc quelques exemples, par exemple la vapeur utilisée pour réchauffer les fumées avant une SCR, la vapeur pour les ramonages, tout ce qui peut être utilisé pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude des bâtiments, des locaux, des instruments ou des silos, l'énergie pour les traçages. Différents exemples qui ne sont pas forcément exhaustifs, on peut en retrouver d'autres sur les sites. Sur ce slide, nous avons les plages de BAT-AEL, donc 3 cas possibles pour les déchets municipaux solides, donc pour les UVE classiques, une colonne pour les déchets dangereux, pour les incinérateurs à déchets dangereux, et une colonne pour les incinérateurs de bouts de steppe spécifiques, c'est-à-dire qu'ils n'incinèrent que des bouts de steppe. Pour les bouts de steppe co-incinérés, on se retrouve dans les 2 premières colonnes. Donc pour les déchets dangereux et les bouts de steppe, c'est uniquement un rendement four chaudière qu'il faut respecter. Pour les UVE déchets ménagers classiques,
comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a deux cas, le K1 et le K2. Donc l'efficacité de production d'électricité brute ou l'efficacité de valorisation d'énergie brute, K1 et K2. Et des plages différentes suivant que le site est une nouvelle UVE ou une UVE existante. Avec des commentaires de bas de page, deux commentaires importants pour l'efficacité de production d'électricité. Il est noté que le haut de la plage, le 35%, peut être atteint lorsqu'on utilise la technique MTD20F. La technique MTD20F, c'est des caractéristiques de vapeur élevées, donc haute pression supérieure à 45 bars et haute température supérieure à 400 degrés. Pour l'efficacité de valorisation d'énergie brute, il est marqué également que la valeur haute de 91% peut être atteinte, voire dépassée, quand on utilise la technique d'ajout d'échangeurs condenseurs sur les fumées, donc qui permet de récupérer l'énergie de condensation de l'eau contenue dans les fumées. C'est des cas extrêmement rares en France, mais qui peuvent se retrouver dans des pays nordiques. Alors, quels sont les points qui peuvent poser problème lors de ce calcul et de cette validation de l'efficacité énergétique telle qu'elle est définie dans le bref incinération et la MTD conclusion? Alors, premier point, les plages de bêta EL peuvent ne pas être respectées dans un site sans faire des modifications importantes majeures. Pour cela, sur ce point, on peut noter premièrement que les plages BATE-EL pour l'efficacité énergétique, contrairement aux plages BATA-L, donc pour les émissions dans l'eau ou dans l'air, ne sont pas d'un même statut légal. Les BATA-L ont un vrai statut légal et doivent être respectés. Si un site ne la respecte pas, il doit demander une dérogation formelle. Pour les BATA-EL, ce n'est pas vraiment indiqué, elles ne sont pas vraiment mentionnées dans l'IED, et donc ont un statut moins strict, on va dire. D'autre part, l'opérateur, pour respecter ces plages BATE-EL, peut être soumis à des contraintes extérieures. Par exemple, pour un site tout chaleur, il peut se trouver qu'il n'y a pas d'autres consommateurs chaleur autour du site. On pourrait évidemment rajouter un échangeur de chaleur pour tenir la valeur de la BATE-EL et l'inclure dans la formule de calcul, mais s'il n'y a pas de consommateur derrière, ça serait un peu inutile. Donc pour résumer, sur le respect de ces plages BATE-EL, donc d'efficacité énergétique, on peut dire que les opérateurs auront une obligation de moyens, donc de réaliser une étude technico-économique pour voir si on peut améliorer les choses et éventuellement rentrer dans les plages, mais pas d'une obligation de résultat. Si après cette étude technico-économique on s'aperçoit qu'on ne rentre pas dans les plages BATE-EL, on peut s'arrêter là. Deuxième point qui peut poser problème, c'est que faire si on n'entre pas dans un des cas 1 ou 2. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il peut y avoir des UVE hybrides qui ne rentrent ni dans le K1 ni dans le K2. On a quelques exemples ici, donc par exemple une UVE qui aurait un GTA à condensation alimenté par certaines lignes, ou toutes les lignes, mais qui ne peut pas détendre toute la vapeur produite, ou un GTA à condensation et un GTA en contre-pression en parallèle, chacun alimenté par différentes lignes. Donc là, on a un premier exemple où une UVE a un GTA à condensation et un GTA à contre-pression en parallèle. Dans ce cas-là, on peut diviser la vapeur qui est produite par les lignes d'incinération en deux et utiliser la première partie donc, qui va dans le GTA à contre-pression avec la formule K2 et utiliser l'autre partie de vapeur qui va dans le GA à condensation avec la formule du K1. Évidemment, il ne faudra pas sommer les deux valeurs, mais comparer chaque calcul, chaque formule avec les plages BATE-EL qui la concernent. Il faudra aussi diviser évidemment la puissance thermique des fours en fonction de chaque partie de vapeur qui va dans chacun des GTA. Un deuxième exemple de cas spécifique, cas hybride, on a ici un GTA à condensation qui comporte une partie haute pression et une partie basse pression. Mais petite singularité, la partie basse pression ne peut pas détendre toute la vapeur produite car il a été conçu de telle manière qu'en sortie du corps haute pression, une partie de la vapeur est envoyée en permanence vers un industriel. Donc non nécessité de détendre toute la vapeur produite dans le corps basse pression. Donc là encore, pas possible de faire le calcul ni dans le K1 ni dans le K2 pour l'ensemble de l'UVE. La solution peut être de décomposer ce GTA en deux parties. Une partie GTA à condensation, donc qui prendrait une partie de la vapeur, qui passe à la fois dans la partie haute pression et la partie basse pression. Donc en fait, c'est la partie pour laquelle a été dimensionnée la partie basse pression. Et l'autre partie de la vapeur, en rouge, qui elle ne passe que dans la partie haute pression. On peut l'assimiler dans ce cas-là à un GTA à contre-pression virtuel,
puisqu'on passe uniquement dans la partie haute pression et ensuite on envoie la vapeur vers l'industriel. Là également, on peut faire le calcul en deux parties. Pour la partie bleue, suivant le cas 1, production d'électricité, et pour la partie rouge, selon le cas 2, production chaleur. Là encore, il ne faudra pas sommer évidemment les deux valeurs, mais comparer pour chacune des parties de la vapeur les valeurs obtenues par les formules avec les plages Batavel qui la concernent. Enfin, pour finir, un petit récapitulatif sur la différence entre l'efficacité énergétique telle qu'elle est calculée dans le bref incinération et la fameuse formule R1 que tous les opérateurs du VE utilisent aujourd'hui est nommée PE en France. Lors de l'élaboration du bref, le groupe de travail technique a considéré qu'il ne fallait pas utiliser la valeur R1 pour calculer l'efficacité énergétique dans le cadre du bref incinération, bien que certains membres l'auraient souhaité. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'en fait, les conclusions MTD doivent servir soit à établir un permis d'exploiter, une autorisation d'exploiter, soit de revoir une autorisation d'exploiter lorsqu'il paraît. Cela ne se fait qu'une fois. Or, la formule R1 est une formule qui est calculée tous les ans et qui en plus dépend de paramètres extérieurs à l'opérateur. On les a cités tout à l'heure, par exemple les utilisateurs de chaleur qui peuvent disparaître ou réduire, quand c'est un réseau de chaleur suivant la rigueur climatique, peuvent réduire leurs besoins d'une année sur l'autre. Donc évidemment, la formule R1 ne pouvait pas être utilisée dans ce cadre-là. La formule du bref incinération est vraiment une formule qui ne tient compte que de la capacité de l'installation à produire. On a parlé tout à l'heure des valeurs design ou nominales ou vérifiées lors des tests de performance. La formule R1, elle, c'est une formule qui est calculée tous les ans et qui tient compte de l'énergie effectivement récupérée et réellement valorisée dans l'année. Il n'existe qu'une formule pour le calcul du R1, dans laquelle on somme l'électricité et la chaleur avec les fameux coefficients que vous connaissez tous, de 2,6 pour l'électricité et de 1,1 pour la chaleur. Dans le cadre du calcul de l'efficacité énergétique du bref incinération, on a vu qu'il existait deux formules, dépendant en fait du type de récupération sur l'UVE, tout chaleur, tout électrique, cogénération avec GTA à condensation ou à contre-pression. Et enfin, les valeurs des formules de calcul de l'efficacité énergétique dans le bref incinération doivent être vérifiées par rapport aux plages Batael qui ont été fixées. La formule R1, elle n'a qu'un seuil qui permet de définir si une installation peut être qualifiée de valorisation R1 ou d'élimination d'hélice. Je vous remercie.